1929 à Germantown en Caroline du Nord, aux États-Unis. Ce 25 décembre reste une date gravée dans les mémoires des locaux. Ce jour-là, Charlie Lawson assassine son épouse et 6 de ses enfants, puis met fin à ses jours, laissant derrière lui un mystère qui alimente encore les débats et les podcasts de crimes comme celui-ci, près d'un siècle plus tard. Si les faits eux-mêmes sont choquants, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi l'exploitation commerciale du drame, les rumeurs plus ou moins avérées autour de cette famille de fermiers et les nombreuses théories qui prolongent la fascination pour cette affaire. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de Charlie Lawson. Nous sommes quelques jours seulement après le massacre de la famille Lawson. Quelques jours qui semblent rester en flottement. Les corps de Fanny et de ses 6 enfants, et même celui de Charlie, qui les a tous assassinés, sont à peine refroidis et même pas encore en terre, qu'un homme attire toute la lumière à lui. Marion. C'est un des frères du père de famille. Il habite également Germantown et il ouvre très rapidement la maison familiale aux visiteurs qui défilent pour voir les pièces ensanglantées et les effets personnels de la famille rester là, comme en suspens pour l'éternité. Tout ça moyennant finance, évidemment. Les affaires de toilette dans la petite salle d'eau, les jouets des enfants dans la chambre, la cuisine en désordre, tout est là, intact, prêt à être observé par les curieux. Marion, loin de cacher sa démarche, revendique même ce choix en raison de la précarité financière dans laquelle se trouvent les proches de Charlie. L'argent qu'il se fait sur la visite de la ferme, où a eu lieu le massacre de toute sa famille, n'est qu'une consolation méritée pour faire face à cette situation tragique. Entre-temps, on enterre les morts. Fanny retrouve dans la tombe son bébé Marie-Lou, assassiné à 4 mois à peine, qu'elle serre maintenant contre elle, pour toujours. À ses côtés, dans la fosse familiale, il y a Marie, Carrie, James, Mabel et Raymond. Mais plus incroyable encore que tous les membres de cette famille alignés sous la terre, Charlie, leur assassin, enterré à leur côté. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette décision, ne sachant pas en plus qui a pris cette décision-là. Aujourd'hui, ce serait clairement de mauvais goût. Je vous reparlerai un peu plus tard dans cet épisode de la sépulture en elle-même, car elle a animé de nombreux débats et elle continue de faire parler sur les réseaux sociaux des passionnés de mystères non résolus. En attendant, revenons à la ferme de Brook Cove Road. Peu à peu, la maison et même le centre-ville de Germantown deviennent un centre d'attraction morbide. La petite ville de Caroline du Nord, jusqu'alors méconnue, voit affluer des curieux venus contempler la ferme où les meurtres se sont déroulés. En quelques semaines, le lieu devient une véritable attraction touristique. Le frère de Charlie, Marion Lawson, en tire profit immédiatement. Au centre de cette exposition macabre se trouve un élément particulièrement troublant. Le gâteau aux fruits que Mary Lawson, la fille aînée, a préparé pour Noël. D'abord simplement posé sur la table du salon, les visiteurs en volent les raisins secs pour garder un souvenir bien morbide de leur séjour à Germantown. Marion est finalement obligée de le conserver sous une cloche en verre. Ce gâteau devient une sorte de relique, comme la dernière création d'une famille qui a disparu en laissant tout en plan. La maison, la cuisine, la vie. Mais l'exploitation ne s'arrête pas là. Marion publie un livret racontant l'histoire de l'affaire, agrémenté de détails souvent sensationnalistes au possible. Comprenez qu'il ne se gêne pas pour raconter les aspects sanglants du geste fou de son frère. Cette démarche choque certains habitants de Germantown, mais elle attire aussi une curiosité morbide qui perdurera plusieurs années. Par ailleurs, des chansons folkloriques comme The Murder of the Lawson Family des Carolina Buddies pour Columbia Records en 1930 perpétuent également la mémoire du drame, transformant la tragédie en légende nationale. Cette chanson sera d'ailleurs reprise par les Stanley Brothers en mars 1956. C'est ce folklore qui renforce le caractère emblématique de l'affaire, la plaçant dans une dimension presque mystique. It was on last Christmas evening, a snow was on the ground, near his home in North Carolina, where this murderer he was found. His name was Charlie Lawson.
Alors, on est bien d'accord, ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'on fait du fric sur le dos des cadavres en série. Pour le prouver, laissez-moi vous donner quelques exemples connus. D'abord, on a la fameuse ferme isolée de Hinterkaifeck en Allemagne, dont je vous ai parlé dans le 2e épisode de cette saison. Elle a pas mal attiré les curieux, à tel point que la maison familiale est maintenant un musée et un bed and breakfast. Oui, elle attire les touristes fascinés par l'histoire et par la possibilité de dormir sur les lieux du crime. Ensuite, je peux vous citer aussi la Villisca Axe Murder House, qui est le lieu d'un crime non résolu dans l'Iowa, où 8 personnes, dont 6 enfants, ont été sauvagement assassinées à coups de hache en 1912. La maison, laissée intacte, est devenue une attraction touristique où les amateurs de mystère et de paranormal peuvent réserver des visites ou même passer la nuit. Et enfin, il y a pas mal de scènes de crime où on a fait appel au couple Warren, des soi-disant spécialistes en paranormal et en exorcisme, qui sont hyper connus et qui ont clairement permis de faire du beurre sur la pauvre vie sacrifiée d'un bon nombre de personnes. Tout simplement parce que les Warren, à la grande époque, ont publié pas mal de livres et surtout que des films grand public ont été réalisés par la suite sur base de leurs histoires. C'est le cas de la maison Perron, liée au film Conjuring, ou encore la maison d'Amityville à New York, qui a son film éponyme. Du coup, ça ne m'a pas étonné que Marion, le frère de Charlie, veuille se faire un peu d'argent sur le dos de cette terrible affaire. Dans ces histoires, il y a toujours quelqu'un pour tirer son épingle du jeu. L'histoire s'arrête là. Évidemment, vous vous demandez mais pourquoi Charlie a-t-il tué toute sa famille ? Et je me le demande aussi, même si j'ai quelques éléments de réponse que vous n'avez peut-être pas encore. Donc maintenant, si vous le voulez bien, passons aux différentes théories qui alimentent ce mystère toujours en cours. En premier lieu, parmi les nombreuses hypothèses avancées pour expliquer le massacre, la santé mentale de Charlie est centrale. Rappelez-vous, quelques mois avant les meurtres, Charlie subit un traumatisme crânien. Bien que les détails exacts de l'incident restent flous, les témoins rapportent un changement notable dans son comportement. Il devient irritable, distant, parfois incohérent, des signes qui pourraient être liés à des lésions cérébrales qui, dans les années 20, n'auraient pas été détectées. Les connaissances médicales de l'époque sur les traumatismes crâniens sont limitées, et il est peu probable que Charlie ait reçu un diagnostic ou un traitement approprié. Je vous rappelle que c'est un simple métayer en pleine cambrousse. Aujourd'hui, on sait que de telles blessures peuvent provoquer des troubles du comportement, des accès de rage ou même des délires psychotiques, mais à l'époque, c'est une toute autre affaire. Je vous le dis, c'est la théorie la plus avancée aujourd'hui, et ça, je ne devrais pas vous le dire, mais moi, je n'y crois pas une seconde. Et vous savez pourquoi ? Ça tient en un mot, la planification. Quand on épluche les archives et qu'on reconstitue la vie de la famille avant le massacre, comme j'ai pu le faire, ça saute aux yeux. La planification méticuleuse des meurtres contredit cette hypothèse. Ce n'était pas un coup de folie. L'achat de vêtements neufs pour toute la famille et la photographie prise avant Noël chez un professionnel montrent un niveau de préméditation difficilement compatible avec un état de psychose aiguë. Non, Charlie Lawson n'a pas pété un câble un matin parce qu'il avait mal au crâne. En tout cas, ça paraît peu probable. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un point que je trouve hyper important dans cette histoire, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Arthur, le fils aîné, est le seul survivant de la famille. Et pourquoi est-il toujours en vie ? Parce que son père, quelques minutes avant de décimer le reste de la famille, lui a menti pour qu'il parte faire des emplettes en ville. Arthur demande des munitions pour son fusil, Charlie lui dit qu'il n'en a plus et lui demande d'aller en chercher au centre-ville de Germantown. Voilà pourquoi Arthur est en vie, parce que son père l'a voulu. Alors après, à partir de ça, les spéculations vont bon train, et je suis certaine que vous aurez aussi une théorie sur le pourquoi du comment. D'un côté, on dit que Charlie aurait eu peur que son fils, bien bâti de 19 ans, puisse entraver son entreprise. De l'autre, tout simplement, qu'à l'époque, faire perdurer le nom était primordial, surtout pour les hommes, et que c'est pour ça qu'il l'a épargné, pour qu'il soit son héritage, malgré tout. Une autre théorie très en vogue, c'est celle de l'endettement familial. Pour comprendre les actes de Charlie, il est essentiel de replacer la famille Lawson dans leur contexte socio-économique.
Métayer, Charlie appartient à une classe de travailleurs particulièrement vulnérables. À l'aube des années 30, la Grande Dépression frappe de plein fouet les États-Unis. Les métayers, souvent endettés, subissent une chute brutale des prêts agricoles. Incapables de rembourser leurs créanciers, beaucoup sombrent dans la pauvreté. Cette précarité économique, combinée à l'isolement rural, crée un terrain propice au désespoir. Charlie, confronté à des difficultés financières croissantes, aurait-il vu dans le meurtre de sa famille une manière de les sauver d'une vie de misère ? Cette théorie, bien que spéculative, trouve des échos dans d'autres affaires similaires, comme celle de John List en 1971, où un père tue sa famille pour éviter la honte d'un effondrement financier. Ça s'est également vu dans d'autres pays, bien entendu, et pas qu'aux États-Unis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est difficile de dire pourquoi, mais ce n'est pas non plus la théorie qui me séduit le plus. À cause, encore une fois, de la planification bien sûr, et des dépenses folles surtout qu'a fait Charlie avant Noël pour tous les habiller et les faire photographier. Et dans le coin de Germantown, les témoins les plus proches de la famille ont d'ailleurs rapporté que ce n'étaient pas des pauvres, les Lawson, et que par rapport à d'autres agriculteurs du coin, ils étaient même plutôt aisés, toute proportion gardée. Ce qui en revanche est possible, c'est que Charlie ait quand même été inquiet par rapport à son travail et à l'avenir de la profession, alors qu'un tas de travailleurs émigrés aux États-Unis constitue une main-d'œuvre bien moins chère et donc privilégiée par beaucoup d'employeurs, créant également une surproduction qui fait chuter les prix. Je vous parle de cette inquiétude car c'est important pour la suite, pour vous expliquer la théorie qui, pour moi, est la plus probable. Au fil des années, comme souvent après un tel drame et parce qu'on cherche à comprendre pourquoi, des théories plus troublantes remontent à la surface. Celles-ci reposent sur des accusations d'inceste entre Charlie et sa fille aînée Marie. Peu après les meurtres, des proches de la famille affirment que Marie était enceinte et que Charlie en aurait été le père. Bien que cette rumeur ne soit jamais confirmée par des preuves médicales, notamment par l'autopsie du corps de Marie, on ne sait même pas si elle a été pratiquée d'ailleurs, elle alimente les discussions autour des motivations de Charlie. Si Fanny Lawson, l'épouse de Charlie, avait découvert cette relation, cela aurait-il pu provoquer une crise et un point de non-retour au sein de la famille ? Charlie, submergé par la honte et la peur d'un scandale public, aurait-il vu dans le massacre une solution radicale pour effacer cette situation problématique ? Cette hypothèse ne tient qu'à un fil, et ce fil, ce sont des rumeurs intrafamiliales. Les tantes de Marie étaient apparemment au courant, et les langues se sont déliées après les crimes. Pourquoi pas ? Mais j'ai du mal à comprendre de mon côté pourquoi il aurait tué toute sa famille. Des faits similaires ont déjà été mis au jour dans d'autres affaires qui n'incluaient que le meurtre de la victime d'inceste et parfois le suicide de son auteur. Mais une relation incestueuse que l'on veut étouffer justifie-t-elle de tuer 6 autres membres de sa famille ? À vous d'en juger. Je reste persuadée, quoi qu'il arrive, que Charlie Lawson savait qu'il allait tous les tuer, bien avant ce jour de Noël 1929, notamment grâce à la photo. À une époque où les portraits photographiques restent rares et coûteux, l'effort de Charlie pour immortaliser sa famille est si étrange, surtout compte tenu de la situation financière globale après le krach boursier. Cette photo sera largement diffusée dans la presse nationale. Vous êtes habitués, comme souvent dans les affaires criminelles dont on ne comprend pas bien le mobile, des théories peuvent vraiment diviser l'opinion publique. C'est le cas de cette toute dernière hypothèse sur le mobile de Charlie Lawson, et c'est pour moi la plus vraisemblable, mais encore une fois, ça ne reste que mon avis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Certains affirment que Charlie aurait commis les meurtres dans le cadre d'un rituel, sûrement lié à la franc-maçonnerie. Je vous avais dit que je vous reparlerais de la sépulture des Lawson, eh bien, c'est le moment. Ces spéculations sont alimentées par 2 choses. La première, ce sont les symboles gravés sur la tombe familiale. Un triangle formé par une équerre et un compas, et au centre un bras musclé qui tient un marteau. Ça crie franc-maçonnerie, mais quand on regarde les archives officielles, on nous explique que Charlie Lawson était en fait un membre de l'Ordre des mécaniciens américains unis, une organisation fraternelle formée au XIXe siècle, principalement pour protéger les travailleurs américains de souche contre la concurrence des immigrants. Sauf que j'ai creusé quand même un peu plus loin parce que ce symbole est trop proche de la franc-maçonnerie pour n'avoir rien à voir avec. Et il s'avère que plusieurs fondateurs et délégués de cet ordre professionnel étaient bel et bien des francs-maçons, parfois même haut placés. Donc, un rituel d'une branche un peu obscure de la franc-maçonnerie n'est pas à exclure.
Ensuite, cette hypothèse est assez plausible quand on prend en compte la manière dont s'est passé le massacre de la famille Lawson. Charlie aurait pu les laisser là où sont tombés leurs cadavres, à chacun. Mais ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Non, à la place, il les a tous rassemblés, leur a fermé les yeux, a placé une pierre sous leur tête, a croisé leurs mains sur leur poitrine. Ça peut être un rituel, comme ça peut être une façon pour Charlie de les protéger, entre guillemets, dans la mort. C'est très dissonant et paradoxal, quoi qu'il en soit. Près d'un siècle après le massacre, l'affaire Lawson continue à captiver l'imaginaire collectif. Les chansons, les récits et les analyses modernes prolongent l'écho de cette tragédie, comme de tant d'autres. Ce qui est certain, c'est que cette affaire dépasse le simple cadre du fait divers. Elle met en lumière les tensions sociales, économiques et psychologiques de l'Amérique rurale des années 20. J'espère que cette saison spéciale fête de fin d'année vous aura plu et autant captivé que moi. Merci encore pour votre écoute fidèle et pour votre soutien, notamment sur Instagram, YouTube, Spotify, où je lis tous vos commentaires et vos messages. Et j'en profite parce que c'est une saison à cheval entre 2024 et 2025. Je vous remercie encore chaleureusement pour le triomphe que vous avez fait à ce podcast qui est encore une fois tout jeune, qui a maintenant 1 an. On a atteint il y a peu les 450 000 écoutes sur ce podcast et pour une première année, c'est incroyable. Donc merci à tous, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me booste pour continuer à vous sortir toujours plus de nouvelles saisons. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour entamer ensemble une nouvelle année de Crimes oubliés.